Là, cette première webinaire, je la consacrer à des bases des chamanisme, des choses toutes premières. Donc, aujourd'hui, on parlait de ce qui c'est le chamanisme, qu'est-ce que c'est un chaman, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est le tambour chamanique, qu'est-ce que le chaman peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Donc, les pratiques chamaniques, les types de soins, qu'est-ce que c'est les alliés, qu'est-ce que c'est les trois mondes chamaniques, et des choses comme ça. Donc là, on commence par la première chose. Donc, la première chose, c'est le chamanisme. Donc, comme vous pouvez dire, c'est un voie en dehors de toutes les religions. En fait, le chamanisme, c'est une discipline qu'on peut trouver dans toutes les religions du monde. Ce n'est pas, voilà, et comme c'est marqué sur la présentation, ce n'est pas une doctrine quelconque. Il rajoute de tout, il rajoute sur tout le monde. Et dans différents coins du monde, on peut trouver le chamanisme qui se pratique dans une forme ou une autre. Par exemple, si il s'agit de Sibérie ou la Russie actuellement, donc c'est plus le chamanisme qui se pratique au tambour. Donc, on va beaucoup parler de tambour aujourd'hui. Par exemple, dans l'Amérique du Nord, c'est la même chose. En fait, c'est à peu près le même chamanisme, le chamanisme sibérien, le chamanisme amérindien. D'ailleurs, il faut savoir aussi que le mot chaman est l'origine russe. Donc, ça vient du mot kam, ça veut dire kamlenie. Kamlenie, ça veut dire chamaniser. D'accord? Donc, là, dans le langage sibérien. Et donc, kaman, chaman, c'est quelqu'un qui sait chamaniser. Donc, c'est parler aux esprits. Qu'est-ce que c'est le chamanisme aussi? C'est un système magico-religieux qui était avant toutes les autres religions, on va dire. C'est la mère de toutes les religions, c'est la mère de la spiritualité. Et je pense que le chamanisme est apparu à l'aube de l'humanité, avec l'humanité, ou même peut-être avant l'humanité. Ce chamanisme, c'est pas on voit que la guérison purement dit. En France ou en Occident en général, on trouve souvent que la notion du chamanisme, c'est plus l'aspect de guérison. Mais ce chamanisme, il n'y a pas que ça. Donc, chamanisme, c'est aussi la divination. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que le chaman, en tout cas en Sibérie, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la divination, parce que c'est très, très demandé. Chaman aussi, il accompagne les âmes des mourants. Il fait le travail post-mortem. Il aussi fait l'accueil à nouveau-nés. Donc, l'accompagnement des femmes en grossesse, le fait de tomber enceinte ou des difficultés pour avoir des enfants, ou l'accueil du nouveau-né, donc l'accompagne dès son départ. Ce que je peux dire aussi que le chaman est aussi un membre actif de la société. Il participe à tout ce qui est social. Donc, par exemple, le chaman, il célèbre aussi les mariages, ce qui est aussi peu connu en Occident. Donc, en fait, chaman, c'est un prêtre, ce qui est dans le plus habituel, donc dans le sens d'Occident. Chaman, bien sûr, ce qu'on sait aussi, c'est un guérisseur. Et c'est un guérisseur de l'âme et du corps. Donc, il donne des conseils, il suit les gens dans leurs problèmes de vie actuelle, mais il soigne aussi les maladies. Par exemple, un rituel assez connu, ce qu'il appelle les extractions. Donc, ici, il s'agit de retirer les corps ou les esprits ou les entités qui sont placées quelque part dans le corps endommagé de la personne. Et il peut les retirer, il peut les faire donc reboucher les trous, rétablir les circuits énergétiques chez la personne. Donc, c'est un soin qu'il le fait. Il fait aussi le soin qui s'appelle le recouvrement d'âme ou le retour d'âme. Donc, merci Elina. Elina écrit, merci de votre invitation. C'est un réel plaisir de vous écouter. C'est très gentil. Merci beaucoup.
Le retour d'âme, c'est une maladie, ce qui le plus souvent fait l'écho dans la psychologie moderne comme le trauma ou le deuil. Donc, trauma, c'est un événement qui a marqué les personnes de telle force que une partie de l'âme de la personne, il s'arrache, il part, c'est comme un petit mort pour lui. Et cette partie d'âme, ils partent ensuite. On peut le trouver après dans les différents mondes. On va parler plus tard de ce que c'est les 3 mondes chamaniques. Et donc, le travail de chaman de les retrouver, de les réintégrer pour les personnes, c'est, à mon avis, le rituel le plus efficace dans les problématiques liées au tout ce qui est trauma et guérison de trauma. Donc, par exemple, ça aussi, comme soin, aussi, donc le chaman nettoie les eaux aussi. Donc, par exemple, le cours de déménagement, où il se passe quelque chose et donc il fallait nettoyer la maison ou le lieu où se passaient des choses négatives, ou c'était un lieu du culte, ou tout simplement il s'est passé, donc il y a des intrus, ou l'entité gardienne de la maison est partie. Le chaman peut s'en charger pour qu'il remette les énergies des lieux dans son état original. Comme je vous avais dit, donc aussi le chaman s'occupe aussi de tout ce qui est l'accompagnement des mourants et l'accompagnement des âmes. Ça, c'est un rituel très important parce que ça équilibre l'existence. Et du coup, ça permet aussi donc de rénover le cycle de réincarnation. Parce que si les personnes restent stockées dans le monde intermédiaire, donc dans notre monde, ils ne peuvent pas se réincarner, donc le cycle karmique s'interrompt. Et ce n'est pas bien ni pour notre monde, ni pour nous. Donc nous, les personnes incarnées qui restent ici là, actuellement. Donc, chaman aussi, il travaille sur tout ce qui est karma et les liaisons karmiques, tant qu'il est personnel ou familial. Donc, dans ce qui est karma personnel, c'est tout ce qui touche la personne et ses propres réincarnations. Et tout ce qui est karma familial, c'est le karma des familles, c'est le karma de la lignée. Là, donc, le karma de la lignée, c'est un travail initiatique qui le chaman entreprend pendant son initiation. Donc, ce travail permet de reconnecter les membres de la famille et obtenir l'aide et la protection des ancêtres. Donc, c'était plus ou moins me survoler un petit peu ce qui peut faire le chaman. Il y a bien sûr d'autres choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vais les répondre au fur et à mesure. Donc, bien sûr, c'est les difficultés du webinaire comme ça, c'est ce qui je ne peux pas vous attendre, mais je peux vous lire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vais répondre à toutes vos questions. D'accord? Donc là, on va passer à autre chose. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'est le chamanisme, n'hésitez pas à m'écrire. Donc là, je vais vous faire montrer un petit vidéo sur le chamanisme. Et donc, voilà, il ne se lance pas automatiquement. Comment faire? Donc, je vais faire ça autrement. Je vais la faire montrer autrement. Une seconde, excusez-moi. L'âme, c'est donc les questions de Stéphane. Pourriez-vous définir un peu plus précisément qu'est-ce que vous attendez par l'âme? L'âme, c'est une essence divine qui nous relie avec le Dieu dans le sens le créateur. On va parler par la suite de la différence entre les dieux et les divinités. Et c'est cette partie de nous, en fait, qui reste après la mort,
qui rentre par la suite dans le royaume des morts qui se trouve dans le monde du haut. On va parler tout à l'heure par rapport à ce qui c'est le monde du haut et le monde du bas. Et qui par la suite rentre sur Terre pour se réincarner dans le monde intermédiaire pour continuer à accomplir sa tâche karmique. Donc, ça, c'est je pense que je vous ai répondu à la question qu'est-ce que c'est l'âme pour moi. Non, je ne trouve pas la vidéo, donc je vais le montrer une autre fois. Donc, quand je le trouve, on va peut-être refaire tout à l'heure un petit peu, je vais le trouver, je vais le remettre autrement. Donc, là, on va parler d'autre chose. Qu'est-ce que c'est le voyage chamanique? Comment donc les chamans rentrent en contact avec les esprits? Et comment elle peut se déplacer entre les mondes? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand le chaman part? Qu'est-ce que c'est le voyage chamanique? Comment ça se fait que le chaman est capable de communiquer avec les esprits? C'est-à-dire que là, je vais utiliser le mot qui les gens souvent ont la peur. Je vais utiliser le mot transe. Le chaman, il s'est allé en transe et se déplacer dans les différents mondes. Dans son transe, il est capable d'aller là où il souhaite et rencontrer les entités qu'il le souhaite. Donc, il peut se déplacer dans les arbres cosmiques, il peut aller voir les esprits. Il peut rencontrer différents élémentaux, les guides, les animaux totems, les gardiens, toutes sortes d'entités. Il le fait avec le trans. Il y avait une question. Bonsoir, je veux bien connaître la différence entre néo-chamanisme et les autres formes de chamanisme. Ok, je vais la répondre là tout de suite. Ça, c'est une question très importante parce que je connais les deux en fait. J'ai pratiqué le chamanisme traditionnel, on va dire, on l'appelait comme ça, chamanisme traditionnel, dans Sibérie. Et ici, en Occident, j'ai fait plus tout ce qui est le chamanisme. Chamanisme traditionnel, c'est un chamanisme plutôt rigide dans sa forme. C'est plus la forme ici qui change. Donc, dans le chamanisme traditionnel, il y a des règles. Par exemple, si quelqu'un contracte la maladie chamanique ou si les esprits le contactent, il est dans l'obligation absolue de passer l'initiation et par la suite exécuter le chamanisme. Vous serez surpris, mais pour les personnes en Sibérie, c'est plutôt tragique quand elles contractent cette maladie chamanique. Pour eux, c'est les symptômes comme quoi la vie normale s'arrête et ils seront obligés de passer leur vie à chamaniser. Donc, souvent, c'est plutôt, comme je dis, considéré comme pas un problème, mais c'est comme ça. C'est un travail karmique à faire. Et quand ça tombe sur les personnes, elles se préparent pendant pas mal de temps justement pour l'exécuter, ce qu'on attend de lui. Donc, dans l'Occident, c'est pas pareil parce que dans l'Occident, les personnes qui étudient le chamanisme, d'ailleurs, ce que je raconte le plus en France, les personnes, elles s'intéressent au chamanisme, elles tâtent le terrain, ils découvrent, ils lisent, ils font des choses, ils font des stages, ils font par-ci, par-là, comme ça. Par la suite, ils commencent à le pratiquer ou ne pas pratiquer, parce que parmi pas mal de personnes qui j'ai enseigné déjà le chamanisme, il y a, on va dire, moins qu'un tiers qui pratique un niveau de soins, qui donne des soins ou son autre forme en relation à l'aide. La plupart des personnes que je rencontre qui font des stages sur le chamanisme, c'est le font pour eux-mêmes ou au mieux pour les membres de leur famille. Donc, je peux dire, voilà, la plus grande différence entre le chamanisme traditionnel et le chamanisme, les chamans, elles peuvent choisir soit pratiquer ou soit pas pratiquer. Une autre chose que je pourrais dire aussi de mon expérience, la différence entre chamanisme et néo-chamanisme, c'est que l'enseignement en chamanisme traditionnel et néo-chamanisme est différent.
comment ça se passe le recrutement d'apprentis et comment ça se passe la transmission des connaissances en Sibérie? Non, je pense que dans les autres régions du monde, c'est pareil. Je parle là où il y a le chamanisme traditionnel. Les personnes qui étaient contactées par l'esprit ou par les maladies chamaniques, il doit passer dans en fait, c'est quelque chose comme autoproclamation. Il va avoir un chaman en charge, qui que ce soit. Il se dit comme quoi, voilà, il a eu le maladie chamanique ou il a le contact avec des esprits. Le chaman en question, il fait son voyage chamanique, il voit ce qui se passe et après, il passe à rituel d'initiation. Et par la suite, on peut dire qu'on l'abandonne, donc il n'a pas de suivi. En fait, l'apprenti, il doit découvrir tout par soi-même. Parfois, il s'engage après dans le chaman, ce qui était mon cas, après dans le chaman en termes de l'aide. Donc, il aide le chaman, il est un assistant, donc il assiste au rituel et le chaman, parfois il donne des conseils, mais c'est plutôt dans l'observation que ça se passe. Mais ce que vous allez voir aussi, si vous commencez à étudier le chamanisme, que même dans tout ce que je vais vous donner, vous allez aussi pratiquer beaucoup de choses par soi-même. Parce que personne ne peut interférer entre vous et vos esprits. C'est vraiment quelque chose de très intime qui est entre vous et vos rituels, ils sont toujours uniques. Et vos outils sont toujours uniques et les voyages, ils sont toujours uniques. Donc, ici, ça rejoint un peu. Une autre chose aussi, que dans les chamanismes traditionnels, la transmission ne se fait pas par verbal. Donc, si à l'Occident, je dois raconter beaucoup de choses, comme par exemple aujourd'hui, je dois bien placer les cadres, je dois bien expliquer, vous allez faire ça pour obtenir ça, il faut se protéger comme ça. Donc, je donne vraiment il y a ensuite. Dans le traditionnel, les chamans, ils font des soins, ils expliquent peu de choses. Par exemple, ils peuvent montrer leurs objets ou expliquer à quoi ça sert, ou à la limite montrer leur costume chamanique, expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est ici. Mais ça ne va pas aller au-delà. C'est pour ça j'ai ramené plusieurs fois les personnes avec moi en Sibérie pour voir la terre, pour travailler le chamanisme avec la terre. Mais souvent, ils ont été un peu déçus parce qu'ils pensaient qu'à leur rencontre avec les chamans locaux, ça va se passer quelque chose de différent, qu'ils vont apprendre quelque chose d'exceptionnel. Et rien ne s'est passé parce que ça ne se transmet pas chez nous en Sibérie verbalement. Donc, ça se transmet au niveau énergétique. Et donc, il ne se suit pas une explication ni quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une autre différence entre le chamanisme et le chamanisme. Bon, les choses les plus importantes, donc dans le chamanisme traditionnel, on ne peut pas sortir à sa guise. On sera obligé donc d'exécuter juste le rôle du chaman jusqu'à ce que les esprits nous indiquent qu'on pourrait prendre notre retraite. Ce qui peut arriver, mais ce n'est pas souvent le cas. Tandis que dans le chamanisme, il suffit de passer à l'autre chose et fermer la porte et ça marche. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et là, on va donc revenir sur le voyage chamanique. Alors, qu'est-ce que c'est le voyage chamanique? Le voyage chamanique, c'est déjà une expérience extraordinaire. Ça, ce que j'appelle le trance chamanique, ou on appelle aussi l'état modifié de conscience, pour passer pour des gens plus scientifiques. Donc, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas avoir peur du mot trance. En fait, on expérimente le trance plusieurs fois par jour. Par exemple, quand vous rêvez de quelque chose, ça c'est un trance léger. C'est-à-dire que vous allez déjà un petit peu déconnecter de cette réalité-là et vous partez déjà faire on peut dire un petit voyage, mais c'est un voyage dans vos rêves, dans votre imagination, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui c'est par la suite? Je pourrais dire que la méditation, c'est un niveau plus profond et ça la rapproche beaucoup à le voyage chamanique. Sauf que méditation, ce n'est pas encore le voyage chamanique. On connaît aussi un autre type de voyage chamanique, c'est quand on dort. Donc, on s'endort et on voit des rêves. Donc, les rêves,
Ça, c'est un voyage chamanique. Sauf que dans les rêves, le chaman, le plus souvent, on va parler tout à l'heure par la suite qu'il existe des chamans qui font des voyages dans le rêve. Les personnes qui dorment, ils ne peuvent pas faire le voyage chamanique vrai, donc dirigé, parce qu'ils n'ont pas de contrôle sur le voyage. Du coup, je dois donc distinguer vraiment maintenant, donc donner les caractéristiques. Qu'est-ce que c'est? Le voyage chamanique, c'est un état de transe qui est proche du rêve. Donc, c'est plus proche du fait que vous commencez à vous endormir, mais vous ne endormez pas encore. Et vous êtes encore connecté à cette réalité-là. Vous savez comment vous appelez, où vous êtes, qu'est-ce qui vous arrive. Mais en même temps, vous commencez à avoir déjà des images ou des voix ou des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques qui apparaissent. Donc ça, c'est les niveaux de transe qu'utilise le chaman pour faire ce voyage. Donc, le chaman, on peut dire qu'il sait voyager quand il peut faire trois choses. Il peut aller en transe, ils en sortir quand ils veulent. Ils peuvent se diriger dans la transe. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le chaman qui s'endort et ne peut pas voyager pendant le rêve, ne peut pas aller là où il veut et faire ce qu'il a envie de faire pendant le rêve, donc qui n'a pas de contrôle sur ses rêves. Ils ne peuvent pas donc faire le voyage chamanique. Il existe par contre certaines personnes qui s'appelle la rêve lucide, d'accord? Ça, c'est les personnes, c'est des chamans qui sont capables, pendant qu'ils dorment, aller exécuter les actions sur la réalité pendant leur rêve. Donc, c'est une sorte de voyage chamanique, oui. Donc, mais bon, si on va apprendre plutôt faire du voyage chamanique au tambour, c'est plus simple. Donc, la troisième chose, comme on peut distinguer que le chaman, c'est un chaman, il a des esprits alliés. Donc, ce qui c'est les esprits alliés, on va parler un petit peu plus tard. Voilà, ce qui c'est le voyage chamanique. Techniquement, comment ça se passe? Dans les différentes cultures, les voyages chamaniques sont de l'ordre différents et ils se passent dans le monde dans des façons différentes. Par exemple, en Sibérie ou en Amérique du Nord, on utilise le tambour chamanique, donc, ou le hochet. Donc, il faut quelque chose, un objet qui donne un son assez profond, plutôt basse, qui, avec le battement régulier, il permet donc de nous donner le niveau de vibration qui permet d'aligner notre cerveau gauche et droite et par la suite partir vers le voyage chamanique, donc rentrer en transe. Donc, dans d'autres cultures, la façon d'aller faire le voyage chamanique est différente. Par exemple, dans l'Asie, ça s'exécute beaucoup avec la danse. Ou bien sûr, dans l'Amérique du Sud ou dans l'Afrique, on utilise beaucoup de plantes. Donc, c'est le chamanisme par les plantes. Vous avez peut-être entendu parler d'ayahuasca, des choses comme ça. Donc, ça, c'est une autre façon d'utiliser, d'en partir en transe pour les chamans. Donc, il y a multitude de façons d'aller en transe. Il y a aussi le chamanisme par la respiration. Donc, on peut utiliser les techniques corporelles pour le faire. Par exemple, dans cette technique, elle est assez connue, qui était inventée par Stanisław Grof, qui utilise dans la psychologie transpersonnelle. Moi-même, je pratique une technique sibérienne que je l'appelle transbresse et qui permet aussi d'aller dans l'état profond de subconscient et faire le travail sur soi ou sur les autres. Donc, c'est une autre façon aussi d'aller dans le voyage chamanique. J'utilise la respiration transbresse surtout pour les personnes qui soit n'arrivent pas à aller dans le voyage chamanique, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent apprendre le chamanisme mais n'arrivent pas à aller dans le voyage chamanique, ou sinon pour des soins, parce qu'en soi, ça peut être un soin très profond. Est-ce que tout le monde peut faire le voyage chamanique? Oui, mais parfois, peut être un petit peu différent, ça dépend de la personne. Christian me demande comment voir pendant le voyage chamanique.
Ça, ouais, je vais répondre à ça. Après, je vais parler d'autres choses. Comment on peut voir des choses? En fait, c'est ça, en fait, ce que je suis dans le vif du sujet. Les gens, par leurs origines, par leur psyché, par leur capacité de percevoir, nous sommes tous différents. Pour certaines personnes, c'est la vision qui est plus développée. Pour les autres, c'est l'ouïe. Et pour troisième, c'est les sensations. Parfois, surtout pour les personnes qui ont déjà fait beaucoup de travail préalable et qui ont fait beaucoup d'efforts, méditation, yoga, les reiki, donc thérapie de toutes sortes, ils sont peut-être plus prédisposés parce qu'ils ont déjà travaillé sur tous les canaux de perception. Mais parfois, ça arrive que les personnes sont très sensorielles et ils ne peuvent pas voir. Donc, ils ont pas, je ne peux pas dire qu'ils ont des blocages pour des visions, mais ils ne sont pas, donc, ils ne peuvent pas voir comme ils souhaitent de voir comme s'ils les ont vus devant soi. Mais ils le voient avec le corps. C'est un petit peu frustrant au départ, mais par la suite, en exécutant les voyages régulièrement, on peut apprendre à le voir quand même. Donc, il y a certains exercices qui peuvent être très pratiques. Par exemple, si vous voulez, vous pouvez le noter. Par exemple, si vous avez les difficultés de voir pendant les voyages chamaniques, il faut faire les exercices de visualisation. C'est-à-dire que vous prenez un objet, par exemple, vous prenez un stylo, vous regardez bien le stylo devant vous, comme ça, vous fixez le regard, après vous fermez les yeux et vous continuez de visualiser votre stylo pendant une minute. Par la suite, vous pouvez passer à l'autre objet, ou visualiser les visages des gens, ou les lieux, tout réfléchir, peu importe. Donc, si vous avez les difficultés d'entendre, ça arrive souvent aussi, vous pouvez voir, les esprits ne peuvent pas communiquer. Donc, dans ce cas-là, il faut faire la même chose, mais avec des sons, c'est-à-dire que vous mettez un son, par exemple, clapper, et vous continuez de clapper dans votre tête. Donc, ça va vous permettre de travailler un petit peu votre vie. Pour tout ce qui est les sensations, ça peut être aussi important pour les personnes, surtout si il veut faire par la suite les soins. C'est très important. C'est bien sûr, c'est très intéressant de voir de jolies images et faire de jolis voyages. Mais si par la suite vous voulez vraiment faire des travail sur les personnes, savoir donc surtout vous pouvez pas donc pour les kinesthésiques, c'est très important de travailler votre sensoriel parce que c'est avec le sensoriel qui va vous indiquer au premier lieu qu'il se passe quelque chose si vous faites des sons et ça va vous permettre de vous protéger. C'est la première chose. C'est avec les kinesthésiques ou sensationnels, vous pouvez voir ce qui ne va pas chez la personne pour pouvoir faire les diagnostics. Donc ça c'est important de le travailler aussi. Comment travailler avec tout ce qui est sensoriel? Il faut faire la même chose. Donc, imaginez, par exemple, quelque chose, un glaçon sur votre main, ou toucher donc de l'eau, ou le feu, ou le vent sur le visage, ou le poids dans le grand sac, quelque chose comme ça. Et comme ça, vous pouvez tenir au une minute cette sensation. Comme ça, vous pouvez travailler votre responsivité à tout ce qui les objets ou les énergies